Bonjour et bienvenue à cette vidéo billet d'humeur de l'ordre de VL, donc le billet d'humeur numéro 2, dans lequel je vous parle de ce qu'on a fait dans la semaine, des améliorations, des réflexions, que ce soit sur le chapitre 2, le chapitre 1, sur tout un tas de choses. Donc aujourd'hui c'est parti, on va essayer de faire ça relativement court. Déjà 483 contributeurs, je ne sais pas combien on a fait dans la semaine, mais quand même quelques-uns, on est proche des 50 000, ce qui veut dire qu'on est très très proche de débloquer la pestilence. Donc on est très très proche de débloquer un nouveau monstre puissant. Alors si on atteint un palier, vous pouvez être plus ou moins sûr que le palier d'après vous l'aurez, de par les ventes sur le site internet. Après, est-ce que ce sera plus, est-ce que ce sera moins, je sais pas, mais vous pouvez être à peu près sûr que si on en débloque un, on a celui d'après. Donc il va falloir qu'on commence à réfléchir à celui qu'on va vous faire à 60 000, et ça tombe bien parce qu'on a plein de nouvelles idées d'objets, de boucliers, d'armure notamment, et d'armes qu'on aimerait rajouter. Je pense que ce sera le palier des 60 000, un nouveau pack de matos qui seront rajoutés dans la boîte. Ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a fait dans la semaine? Je vais vous parler un petit peu des portées des déplacements, mais ça ce sera pour juste après. D'abord, je vais vous faire un petit débrief sur l'encyclopédie. Je vous avais parlé donc du système de vote, donc ça m'a permis cette semaine de mettre en place deux choses en suivant les votes que vous avez effectués ici. Donc j'ai mis en place un système de soumission, pour ceux qui ne seraient pas au courant, un système de soumission de vos créations. Donc en gros, vous pouvez maintenant nous soumettre les créations. Je vous renvoie sur YouTube si vous voulez regarder exactement en quoi ça consiste, mais en gros vous pouvez nous dire voilà, j'ai fait ça, est-ce que Paria valide ou pas, et nous on peut valider, et ça nous permet d'avoir une liste, d'ailleurs avec un peu de change, j'en ai ici qui se balade. Nous devons vérifier blablabla. Donc ça nous envoie en fait des notifications et nous vous approuve ou pas votre truc, et ça vous renvoie une notification pour vous dire qu'est-ce qui a changé. Donc ça nous a permis de mettre en place un dialogue un peu plus simple avec vous, et comme ça vous savez si on regarde vos trucs en temps réel. La deuxième chose que je viens de faire, parce qu'il y a pas mal de gens qui l'avaient demandé, c'est rajouter donc les salles et les événements qui sont ici. Les événements et les salles donc, du chapitre 1 dans l'encyclopédie, donc vous pouvez maintenant les regarder ici. Il me reste encore à écrire les textes et faire les liens, mais en tout cas les cartes sont ici. De la même manière, vous avez maintenant la possibilité de créer des salles et des événements vous-même et de vous les partager. Et il y en a déjà quelques-uns qui ont commencé à travailler, sachant que c'est arrivé plus ou moins au milieu d'après-midi, donc c'est tout neuf. Donc ça c'est pour l'encyclopédie, donc ça continue de pas mal avancer, c'est cool. Au niveau du chapitre 2, on a en vrai posé pas mal de bases de réflexion, notamment sur les portées. On a commencé à tâtonner un peu. Je vais vous montrer en quoi ça consisterait. Donc en fait, on avait plusieurs possibilités. On avait parlé du fait de vous fixer toutes les portées, de ne pas se prendre la tête. Alors le problème de ça, c'est que ça fait qu'un arc court en bronze tout pourri aurait la même portée qu'un arc en or qui déchire, ce qui est un peu embêtant d'un point de vue psychologique, réalisme, et puis aussi, mine de rien, amélioration et gain en puissance. On s'attend à ce que tout ce qui est de l'ordre de la portée, de la puissance, des dégâts, etc. augmente avec les niveaux. Donc voilà, on est un petit peu en réflexion là-dessus, donc on a commencé à poser ces choses-là. Je vais vous dire un petit peu ce qui se passe face à vous dans ce magnifique Excel coloré. Ensuite, on avait la problématique des capacités où l'on voulait que la valeur de la portée soit égale à une caractéristique, probablement la caractéristique utilisée, et on a eu cette personne qui nous a fait un retour très intelligent. Il nous a dit si vous utilisez la caractéristique comme étant la portée, vous allez créer une emphase encore sur cette caractéristique, et vu que ça sert déjà pour réussir ses jets et ça sert déjà pour les dégâts, bien souvent, ça voudrait dire que la caractéristique prend encore de l'importance, et du coup on va pas avoir envie d'aller chercher d'autres caractéristiques et d'essayer de personnaliser un peu plus nos personnages. Donc voilà, cette réflexion on l'a entendue, et je la trouve très intelligente dans le sens où voilà, ça va vous empêcher, ne serait-ce que pour des raisons d'optimisation, d'aller faire mumuse avec les caractéristiques et tenter de nouvelles choses. Hashtag Shaman Tank pour ceux qui étaient là à l'époque où c'était encore possible, avant que je foute le nerf parce que ça m'a agacé. Mais voilà, en essayant d'aller jouer avec des caractéristiques, des fois on tente des trucs et c'est des super trucs hyper intéressants, et donc on n'a pas envie de vous mettre dans un carcan. Donc on est arrivé plus ou moins à cette réflexion-là, à se dire est-ce qu'on ne fixerait pas les portées des capacités des armes et des monstres en fonction du niveau de rareté, du niveau du personnage et du niveau de violence du monstre, donc en fait sa catégorie, base, intermédiaire, puissant et boss. Donc en gros il se passerait quelque chose comme ça. Alors les valeurs 7, 9, 11 sont encore en test, donc il faut les prendre avec des pincettes, mais ça devrait ressembler à peu près à ça. Donc en gros, une arme en bronze aura une portée de 7. Toutes les armes en bronze qui sont à distance auraient une portée de 7.
Les armes en argent auraient une portée de 9, donc c'est en case et on ne compte pas les diagonales. On ne comptera, je pense, jamais les diagonales dans l'ordre de vieillard. On ne va pas se prendre la tête parce que sinon ça complexifie vite les choses. On se pose la question pour l'adjacent, savoir si on le compte ou pas. Mais ce sera peut-être la seule l'exception qui confirme la règle en fait, hein. Mais on est en réflexion encore là-dessus. Est-ce que adjacent compte les diagonales? Sinon, par défaut, les déplacements, les attaques, les compétences que vous voulez, c'est jamais les diagonales de compter. Donc ça ferait 7 cases, 9 cases, puis 11 cases pour une arme en or. Tout ça c'est en réflexion. Est-ce que ça va être 6, 8, 10, 5, etc. On ne sait pas encore. On va vous dire ça probablement, on va pas mal tester demain et on va pas mal tester aussi la semaine prochaine. On va vraiment attaquer les phases de test puisqu'on sera un peu plus calme au niveau du Kickstarter et on a surtout du renfort qui débarque. Donc on pourra faire que ça pendant un mois, bourriner le jeu et tester tout ce qu'on a besoin de tester. Je pense que dans un mois, on aura posé nos règles, hein. Donc ensuite les capacités, alors ce serait pas la capacité de niveau 3 qui a 7 de portée, la capacité de niveau 5 qui a 9 de portée, c'est plutôt toutes vos capacités ont 7 de portée à partir du moment où vous êtes au niveau 3, puis les capacités, celle de 3 et celle de 5 ont 9 de portée dès que vous passez au niveau 5, et dès que vous êtes au niveau 7, toutes vos capacités, à partir du moment où elles sont à distance, hein, bien sûr, ont une portée de 11. J'en profite aussi pour dire que tous les effets positifs, hein, donc les soins, les je t'enlève un effet négatif, tout ce qui va viser les alliés seront par défaut à distance, parce que pour le guérisseur c'est quand même plus simple et qu'on n'a pas envie de faire du cas par cas parce qu'il manque un petit arc sur une compétence. Je pense que toutes les compétences de soins seront à distance, sauf si à un moment nous on décide de le fixer pour X raisons, mais je pense pas que ça arrivera. Donc voilà, les capacités en fait ça serait toujours les mêmes valeurs, hein, 7, 9, 11, 5, 6, 8, etc. en fonction de ce qu'on va décider, mais en gros il y aurait cette base là. Et pour les monstres, ce serait donc tous les monstres de base ont une portée de 7, tous les monstres intermédiaires ont une portée de 9 et tous les monstres puissants et boss ont une portée de 11. Donc en fait il devrait y avoir une montée en puissance équivalente du côté des monstres que vous affrontez et du côté des niveaux que vous prenez et de l'équipement que vous récupérez. Il devrait y avoir une espèce d'équilibrage assez simple à faire avec des règles relativement simple et finalement assez fixe. Alors après il va y avoir des objets bien sûr, hein, qui vous permettent d'augmenter la portée. On peut même imaginer des événements de boss qui permettent d'augmenter la portée. Bien sûr on peut aussi imaginer qu'on soit surélevé et que ça augmente la portée. Tout ça, ça va aussi être mis en place, mais voilà, ce sera, on partirait sur des valeurs fixes. Ne serait-ce que pour vous, ça va vous permettre de beaucoup mieux gérer le champ de bataille et ça va créer en possibilité de prévision sur les combats, donc stratégie. Et aussi enlever de l'aléatoire dans la portée, j'aime pas bien ça, et j'aime pas trop les règles compliquées non plus pour rien. On est en train de tâtonner ça et on revient vers vous. Au niveau des déplacements qui sont ici, vous avez donc les monstres qui devraient se déplacer à la valeur de leur attaque. Alors pourquoi je dis ça? Simplement si on prend un exemple typique, en fait on s'est rendu compte que entre l'attaque d'un monstre et son bonus d'attaque, hein, celui qu'il y a sur la carte, donc si je prends la statue animée qu'il a, et plus ou moins le déplacement qu'on serait en droit d'attendre de lui dans la vie réelle, et ben, il y avait une espèce de corrélation qui était assez naturellement plutôt bien foutue, hein, donc on n'y a pas forcément pensé, mais c'est plutôt de la chance. La statue animée par exemple a une attaque de 3, c'est plutôt un défenseur, elle est lente du coup, elle se déplacerait que de 3, mais si on regarde par exemple le chien, lui il a une attaque à 6, c'est vrai qu'un chien on s'attend qu'il aille plus vite qu'une statue animée, ça me paraît normal, et c'est à peu près le cas pour tous les monstres qui existent déjà dans le chapitre 1. On va faire une petite modification sur les monstres intermédiaires, parce qu'on s'est un peu chauffé sur les caracs, il y a des chances qu'ils perdent quelques points d'attaque ou défense, que ça fait des jets qui sont assez durs à passer, donc on va réduire un petit peu ça. Mais par exemple l'assassin squelette, voilà, on s'attend à ce qu'il se déplace relativement vite, si c'est pareil, il est à 6. Donc concrètement, on s'attend par exemple, si je prends mon âme errante, elle a un bonus d'attaque de 8, mais en même temps en fantôme, ça touche pas le sol, ça a une tendance à tracer. Voilà, donc il y a une espèce de logique là-dedans qui finalement nous plaît relativement pas mal. Et on aime bien le ressenti que ça fait quand on teste et quand on joue. Donc il y a des chances qu'on parte là-dessus. Sinon les joueurs, eux, pour le moment, sont sur une vitesse de déplacement qui est de 5 cases. Donc ils sont d'une manière générale un poil plus lents en déplacement que les monstres. En fait, ce que je veux pas que ça puisse faire, c'est je veux que les défenseurs... J'aimerais pas un jeu où les monstres soient aussi rapides ou moins rapides que les joueurs, puisqu'on va pouvoir attaquer et se déplacer, ou se déplacer, attaquer, mais pas déplacement, attaque, déplacement. Voilà, en gros, ça va être ça.
Et je veux que comme les monstres soient plus rapides et atteignent le contact assez rapidement, les défenseurs soient utiles. Sinon, effectivement, on peut s'amuser à se courir tout autour de la carte et ça va pas. Il faut que les monstres soient plus rapides que vous, il faut que les monstres arrivent au contact, il faut que vous ayez besoin de vous défendre, sinon la stratégie, vous pouvez, ce qu'on appelle dans le monde du jeu de vidéo, le kitting, comme des gros porcs. Donc voilà, ça c'est pas possible pour nous, donc voilà pourquoi on en est arrivé là. Donc ça, on teste ça grave demain, semaine prochaine beaucoup plus. On finira, je pense, d'arrondir un peu ce truc-là. Et après, on se mettra à tester un peu plus les effets. Les effets qui ont commencé d'ailleurs à avoir les visuels. On a commencé à faire les visuels des jetons. Ça a pas mal avancé. Et je crois que j'ai fait à peu près le tour. La dernière chose que je peux vous dire pour finir cette vidéo, c'est que je rappelle, et ça avait été énoncé sur le Facebook, ceux qui ne suivent pas, je m'étais tapé la honte là-dessus, j'avais porté Tongs Chaussette à Orléans parce que j'avais pas du tout prévu qu'il allait cailler. Donc il y a des photos qui ont circulé de moi sur les recrues et il y aura une carte Tongs Chaussette si on atteint les 50 000. Donc à la pestilence, vous avez un nouveau monstre puissant et vous aurez la carte Tongs Chaussette. Je ne sais pas si elle sera ajoutée dans la boîte, en tout cas elle sera envoyée aux participants du Kickstarter, ça c'est sûr. On vous fera un superbe cadeau Tongs Chaussette, dont l'effet je crois c'était de prendre l'aggro de tous les monstres, mais de donner en contrepartie un bonus à tous ses potes. C'était un truc un peu comme ça, parce que quand on se tape la honte, autant que ça aide les copains. Du coup voilà, Tongs Chaussette, dans la semaine on a aussi débloqué le bâton de l'hérétique et c'est à peu près tout ce qui s'est passé, c'est déjà pas mal. Donc je vous fais des poutous, je vous retrouve la semaine prochaine si tout se passe bien, lundi pour le prochain billet d'humeur. En attendant, on sera du coup pas loin, voire le dernier jour en fait de la fin de... je vous retrouve je pense lundi peut-être pour le débrief de cette... on parlera des stats, on parlera de tout ça pour le débrief de cette magnifique campagne de financement participatif. Des gros poutous, amusez-vous bien et passez une excellente semaine.